Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ID. Aujourd'hui, ID reçoit une fois encore Dr Dra Yao Mawena, un pasteur. En plus de cela, vous le connaissez, il est consultant en ressources humaines. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Kandon. Et bienvenue dans ID. Toujours ravi d'être dans votre émission parce que c'est un moment de partage, c'est un moment de bonheur. C'est un moment d'augmenter notre cognitif. Merci beaucoup. Et je suis tout le temps content quand on m'invite dans l'émission ID. Nous allons parler de la communication interpersonnelle. Je le disais tantôt, vous qui êtes des consultants, vous avez toujours besoin de communiquer avec beaucoup de personnes pour pouvoir vous renseigner au maximum. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'une communication interpersonnelle, professeur? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une communication? C'est l'expression audible d'une idée. Là où vous êtes actuellement, vous avez plein d'idées dans la tête. Si vous ne le dites pas, personne ne saura ce que vous avez dans la tête. Mais si vous l'exprimez d'une manière audible, on dit que vous communiquez. Donc une fois encore, la communication, c'est une expression audible d'une pensée, d'une idée que vous avez dans votre mental. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de types de communication. La communication silencieuse, par les gestes, les manières de faire. Je ne t'aime pas et puis je l'exprime de la manière dont je vous regarde, de la manière dont je me comporte envers vous. Quelle est alors l'importance d'une communication interpersonnelle? Nous avons beaucoup d'avantages dans la communication interpersonnelle. Vous prenez le rôle d'un leader dans une entreprise, dans une communauté, dans l'armée, en politique ou bien à l'église. Ce conducteur ou bien ce leader doit être capable de communiquer sa vision, le projet qu'il a dans la tête. S'il est pasteur, ce que Dieu lui a dit, ce qu'on doit faire, c'est dans ta tête. Alors, pour que les gens puissent te suivre, première chose, il faut leur communiquer ta vision. Si c'est la politique, projet de gouvernement. Si c'est dans une entreprise, le projet que vous avez conçu pour l'entreprise, il faut réussir à convaincre les gens avec ce projet-là. Et l'unique manière de convaincre les gens, c'est en communiquant. Si vous ne savez pas communiquer, là vous avez des erreurs. C'est pourquoi des gens ont des rapporteurs qui puissent communiquer avec d'autres personnes à leur place. Donc la communication est très importante parce que, par exemple, une vision mal communiquée a des conséquences très néfastes. Par exemple, les gens ont leur propre vision dans ta vision. Vous allez découvrir qu'avec le temps, il y a une incompatibilité de vision. Ce qui va aboutir à une crise que nous appelons des conflits d'objectifs. Parce que les gens sont dans la même société, les gens sont dans la même organisation, les gens sont dans le même pays, mais ont des divergences d'objectifs. Et là, on les appelle très souvent les conflits d'objectifs. Pourquoi? Il n'y a pas une bonne communication. S'il y a une bonne communication, on peut facilement faire économie de ces conflits-là. Donc, vous dites que la communication interpersonnelle permet de comprendre vite l'autre et d'agir en prévoyant tout ce qui peut arriver de bon ou bien de mauvais, c'est ça? C'est-à-dire pour moi, oui. Pour qu'une société, une organisation puisse marcher, il faut la voix d'un leader. Et le leader a quelque chose, la vision, le projet de société. Comment je vais faire pour qu'on puisse avancer? Supposons que dans votre organisation ici,
comment vous devez fonctionner se retrouve seulement dans la tête du DG. Est-ce que quelque chose peut marcher? C'est qu'il vous a convaincu, il a bien planifié, ce qu'il a dans sa tête, il a bien organisé. En faisant une bonne planification, en faisant une bonne organisation, et tout ça là, je le classe dans la communication. Sa manière de communiquer sa vision. Et vous avez pris la vision que vous avez compris. Et vous commencez par courir avec la vision. Cela veut dire que pour qu'une société marche normalement, il faut intensifier la communication, c'est ça? Parfait, parfait. Pour qu'une société marche normalement, il faut intensifier la communication, c'est-à-dire ce que chaque département a comme objectif à atteindre. Il faut que les gens sous lui, les gens avec lui, comprennent cette vision-là, collaborent pour atteindre la vision. Bon, il y a une histoire qui est vraie pour tous les 3 livres sacrés, le Coran, l'Islam et la Bible. C'est le roi Nimrod. À l'époque, un roi se lève et dit, nous allons construire une tour dont le sommet touche les étoiles, le ciel. Et ce qu'ils se sont dit, ils se sont mis à le faire. Pourquoi? Ils ont compris le roi Nimrod. Donc moi je me dis que le roi Nimrod est un bon communicateur. Il peut convaincre les gens avec ses idées. Personne n'a dit que la réalisation de cette idée-là est impossible. Mais ils se sont accaparés de l'idée. Ils se sont mis à le faire. Et Dieu même a eu des difficultés pour les arrêter. Le tout se trouve dans la communication. Une bonne ou une mauvaise idée débute toujours par quoi? Quelqu'un qui a une vision, qu'il communique. Et puis les gens se sont accaparés pour ça. C'est pourquoi vous allez voir, quand les gens se mettent d'accord dans un pays pour faire la guerre, ils le font. C'est toujours autour d'une table de négociation que la guerre cesse. Parce que quoi? Quand le contraire n'est pas assimilé, les gens ne vont pas cesser. Mais quand vous communiquez une mauvaise idée jusqu'à ce que les gens soient convaincus, voyez un peu comment Hitler emballait les gens dans son projet. Et les gens ne savaient même pas que ça va leur amener du tort. Tout le monde l'acclamait. C'est un bon communicateur. Les gens ne réfléchissaient même pas. Ils le suivaient. Et puis un jour, il a amené toute l'humanité dans une guerre. C'est la force de la communication qui entraîne tout ça là. Bon voilà, si nous savons que la force de la communication a l'effet de persuasion, comment faut-il alors s'y prendre pour pouvoir bien communiquer? La communication est un art. D'abord, il faut apprendre la communication en communiquant envers toi-même. C'est-à-dire en tant que communicateur, si quelqu'un te regarde, il faut qu'il découvre ton savoir-être. Parce que ton savoir-être crie plus fort que ton savoir-vivre et ton savoir-faire. C'est-à-dire que, est-ce que tu as l'intégrité? Première chose. 2, est-ce que tu as la vision? Deuxième chose. Est-ce que tu as la confiance en soi, que je résume en 3 choses? L'estime de soi, l'assurance de soi, et puis 3, la confiance en soi. Est-ce que tu as la détermination? Est-ce que tu as la volonté? Ça crie plus fort que ce que tu dis. Supposons que tu as une grande vision, mais tu n'as pas ces ingrédients qu'un leader doit avoir. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas bien communiquer. Mais en te regardant, tu dégages les ingrédients, les éléments dont je viens d'énumérer. On dit que tu es en train de bien communiquer ce que tu as. D'abord,
par le silence. Maintenant, quand tu le dis, ça vient seulement confirmer ce que toi-même tu représentes. Cela veut dire que pour être un leader, pour être un meneur d'hommes, il faut apprendre à bien communiquer, c'est ça? Obligatoirement. Il faut apprendre à bien communiquer. C'est pourquoi très souvent les gens disent qu'on ne naît pas leader, on devient leader. Le leadership par principe que moi j'ai adopté, c'est le leadership là qui est comme une science. Si tu essaies de marcher là-dessus, obligatoirement, toi aussi tu deviendras leader. Oui. Si nous prenons l'exemple de vous-même, vous êtes un pasteur, vous êtes un meneur d'hommes, la foule vous écoute. Comment communiquez-vous pour convaincre la foule à accepter ce que vous le dites? Je vais répondre par deux manières. Oui. Quand je communique à l'église, c'est une communication théocratique. Je ne fais qu'interpréter ce que j'ai lu dans la Bible sans en ajouter trop de choses que je connais. Parce qu'il doit être dans la ligne des Saintes Écritures. La deuxième chose, c'est que en tant que consultant, vous me posez un problème. La grande erreur de la consultation, c'est que quoi? Ne donnez jamais des conseils si vous ne comprenez pas. Et très souvent, les gens expliquent mal leurs problèmes. Et vous vous mettez à donner des conseils. Or, la solution se trouve ailleurs. Le problème même se trouve ailleurs. Donc, si c'est un conflit entre deux personnes, il faut essayer aussi d'écouter l'autre. En écoutant l'autre, vous allez faire la part des choses. Donc, j'ai compris très vite que une des erreurs dans la consultation, c'est de vouloir donner des conseils sans comprendre. Est-ce que vous voyez? Une autre chose en matière de communication, c'est que quelqu'un, par exemple, qui a déçu quelqu'un la première fois, la deuxième fois, qui veut se faire consulter ou bien qu'on doit consulter pour qu'il regagne encore la confiance de l'autre, c'est des choses pratiquement impossibles parce que quand il a déjà répété cet acte-là une fois, deux fois, le principe est très simple et le principe dit on ne fait que confiance à celui qui mérite la confiance. Donc vous voyez déjà qu'en matière de communication, la personne dégage la négativité. On ne peut pas lui faire confiance. Là, vous ne pouvez rien faire pour lui. Si vous voulez lui faire quelque chose, alors commencez par lui apprendre à se développer personnellement. Cultiver les valeurs d'intégrité, cultiver les valeurs de moralité, jusqu'à ce que celui qu'il a blessé, celui-là même le regarde, il dit que le monsieur l'a changé. Cela veut dire que si vous êtes un acteur public, vous voulez que votre message passe, votre message soit respecté, vous devez cultiver la confiance en soi, c'est ça? Obligatoirement, il faut cultiver d'abord l'estime de soi. 2. La confiance en soi, et les deux regroupés développent l'assurance de soi. Si quelqu'un parle, il n'est pas sûr de ce qu'il dit, est-ce qu'il peut vous convaincre? Supposons que je viens ici, je tâtonne, je ne suis pas sûr de ce que je dis. D'abord, vous allez découvrir des failles en moi. Et 2, vous allez dire que, bon, il ne connaît pas beaucoup, il ne maîtrise pas son sujet, et j'essaie d'éviter tout ça là. Même si je mens, je démontre mon mensonge. Oui, tout à l'heure, vous parlez de l'estime de soi. Vous voulez parler de quoi en disant l'estime de soi? L'estime de soi, c'est l'opinion que je me fais de moi-même. Et ça tue beaucoup de gens. Maintenant, je vais vous donner un exemple banal de l'estime de soi. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je valorise mes valeurs, mes dons, mes talents? Pour moi, j'ai le meilleur don. Pour moi, j'ai les meilleurs talents. Alors, il y a beaucoup de conférenciers dans le monde. Si je me mets devant ces conférenciers-là,
est-ce que j'ai un complexe? Par exemple, complexe d'infériorité. Et celui-là, il ne peut pas finir de parler et puis moi aussi je vais venir. Il connaît trop. Non. C'est la première chose que j'ai essayé d'éliminer dans ma vie. Parce que dans le passé, j'ai souffert de ça. J'ai cru que certaines personnes connaissent trop et que je ne suis que ce tourelle devant eux. Mais depuis une dizaine d'années, je m'aime, je valorise ce que je connais, je valorise ce que j'ai. Il faut aussi que toi aussi tu te fasses valoriser. Dis ce que tu connais. Après avoir dit ce que tu connais, moi aussi je viendrai dire ce que je connais sans complexe. Même si c'est mauvais sous tes yeux. Moi aussi j'ai dit ce que je connais. Et des fois les gens aussi développent des complexes de supériorité en matière de communication. On leur dit de communiquer ce qu'ils ont, ils connaissent, ils viennent, ils critiquent ce que l'autre a déjà dit. Moi aussi je prends le micro, je démontre que j'ai raison et puis je critique ce que tu as dit. Parce que tout ça là c'est intellectuel. Et puis finalement, vous allez voir que les communicateurs ont tous raison s'ils sont de bons communicateurs. Confiance en soi, c'est quoi? Nous avons parlé de l'estime de soi, comment vous valorisez vos dons et vos talents. De la confiance en soi, quelle est la valeur, quelle est l'opinion que vous vous faites avec assurance que ce que vous avez est une bonne chose. C'est-à-dire que, regardez, je vais bien mettre la différence. L'estime de soi, je me regarde et je dis ce que j'ai est bon. La confiance en soi, c'est l'assurance que j'ai sur ce que j'ai, que c'est la meilleure des choses. Je vais donner un exemple. Un enfant qui estime les mathématiques, qui veut devenir scientifique. Quand il valorise trop ce qu'il a, vous allez voir qu'il ne peut plus apprendre les autres matières. Tout le temps, vous le voyez en train d'étudier seulement les mathématiques. Les mathématiques. À telle enseigne qu'il y a eu une opinion qui dit ceux qui sont meilleurs, nous avons été victimes de ça. Moi, je suis littéraire, je suis arrivé au campus, j'ai fait la série D, mais je suis très bon en littérature. Je voulais aller faire les lettres, les gens disent, oh, toi là, tu vas faire série D, aller faire les lettres. Vous voyez la différence? Ce que je fais bien, les gens disent que c'est pas bien. Ce que j'aime, ce que j'ai comme talent, les gens disent que c'est pas bien. Donc, je suis parti d'abord en médecine, 3 mois j'ai fui. Je suis parti en économie, j'ai perdu 2 ans. Et puis je devais reprendre l'économie la 3e fois par dérogation. Et puis rapidement, pendant les vacances, je me suis ressaisi. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? J'ai les lettres. Je suis bon en langue depuis l'enfance. Alors pourquoi ne pas aller vers les langues? Je vais en langue. Tout le monde dit, oh, tu as fait la série D, puis tu vas faire ça. Donc je faisais ça contre ma volonté. Jusqu'à ce qu'un jour, je commence à découvrir l'importance des langues. D'abord, première chose, est-ce que j'avais l'estime de soi? Non. Non, je n'aime pas trop ce que j'ai. J'aime ce que les scientifiques font. C'est pourquoi je suis parti là-bas. Avec mon propre témoignage, j'essaie de vous expliquer. Ce que les scientifiques ont, c'est ça que j'aime. Donc, je n'avais pas l'estime de soi. Maintenant, quand j'ai découvert maintenant que ce que j'ai, les langues, la littérature aussi est une bonne chose, j'ai maintenant une certaine assurance. Je me dis que moi aussi je me considère maintenant comme un bon étudiant. Je ne me dévalorise plus. Quand je suis là, je suis fier parce que je suis à l'université. À notre époque, c'est les scientifiques qui sont des étudiants. C'est des claques, c'est des super. Nous, les gens de lettres, de philosophie ou autres là,
Est-ce que vous aussi vous dites étudiant ça? C'est ce qu'on se dit entre nous quand on se rencontre à la bibliothèque ou bien au restaurant. On vous dévalorise. Et puis toi aussi, tu as la conception que je suis sauterelle devant les gens là. Or, après tout, c'est les littéraires, les sociologues qui dirigent un pays. Voilà. Ceci étant, vous avez l'estime de soi, vous avez la confiance en soi. Oui. Qu'est-ce qui vous reste pour que votre communication interpersonnelle puisse passer sans problème? Maintenant, vous dégagez une assurance de soi. L'assurance en soi dit que ce que je dis est vrai, ce que je vais faire, je vais le faire. L'assurance en soi vous enlève tout de suite le découragement quand les autres sont découragés. L'assurance en soi vous fait avancer quand tout est bloqué. Quand toutes les voies sont bloquées, celui qui a l'assurance de soi trouve toujours une autre voie pour avancer, ainsi de suite. Quand il communique, vous sentez qu'il maîtrise son sujet et qu'il va faire ce qu'il veut faire. Donc, celui qui a l'estime de soi, la confiance en soi et l'assurance en soi, c'est un bon communicateur qui atteint les objectifs qui se fixent, c'est ça? Voilà pourquoi on met ces trois choses dans le leadership. Quelqu'un est leader, il faut qu'il développe quoi? Il faut qu'il apprenne à se connaître. Première chose pour apprendre à se connaître, c'est l'estime de soi. Aimer ses valeurs, aimer ses points forts. Ce qui n'est pas fort en vous, vous essayez de corriger ça. À telle enseigne qu'un jour, vous vous mettez devant un puits. Vous vous regardez, ou bien devant un miroir, vous vous regardez, vous dites, l'homme le plus parfait du monde, c'est celui-là dans le miroir. C'est celui-là qui est dans le puits. C'est le syndrome de Narcisse. Quand il a vu que l'autre dans le puits était parfait, il dit que je vais aller vers lui. Il est sauté dans le puits. Alors, j'ai tiré ça de la mythologie grecque. Donc, et dès que vous commencez par vous corriger, en vous regardant vous-même, c'est comme ça que l'estime de soi vient. Pour explorer quelque chose des livres sacrés, vous allez voir que Moïse, en allant vers la terre promise, a envoyé des espions. 10 sont venus, ils ont dit que les gens que nous avons vus là-bas, c'était des géants. Et nous sommes vus comme des sauterelles devant eux. Piètre image de soi. Toi, tu es géant, moi je suis sauterelle. L'autre pays est géant, nous sommes sauterelles. Telle personne est géant, moi je ne suis que sauterelle. Comment est-ce que tu peux réussir? Alors, quelle est la conception que tu as de toi-même? Tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas tes propres valeurs. Tu n'aimes pas tes talents. Tu n'aimes pas tes dons. Tu n'aimes pas ce que tu es. Les gens vont jusqu'à ne pas aimer leur propre teint. Pourquoi je suis teint noir? D'autres disent pourquoi je suis teint clair. C'est ce que les autres ont qui a une valeur. Ce que toi-même tu as n'a pas de valeur. Tu as une mentalité sauterelle. Tout ça là vient d'où? De ton mental. Donc, celui qui veut développer une bonne habileté dans la communication interpersonnelle doit avoir d'abord confiance en soi. Est-ce que vous voyez? J'aime par exemple la manière dont je parle français. Quelqu'un peut venir devant l'écran, dès qu'il commence par parler, il veut imiter un blanc, et dans la société, il ne parle pas comme ça. Je les regarde et puis je souris. Dans la société, ton verbe est différent. Ta manière de parler français est différente. Tu viens devant l'écran, ta manière de parler est différente. Ça là, par exemple, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Si tu as une manière de parler français devant l'écran, garde ça. À la maison, garde ça. Devant tes amis, garde ça. Là, on dit que tu t'aimes. Si tu ne t'exprimes pas bien, tu veux changer, il faut changer partout.
Je peux décider qu'aujourd'hui, je vais commencer par parler comme un Français à la maison aussi, je vais le faire, à l'église aussi, je vais le faire. Quand je te rencontre dans la cour aussi, je veux le faire. Mais là, ma manière de parler français, c'est la manière DRA. Oui. Est-ce que ce que vous dites ne contredit pas un peu ce qu'on dit when in Rome, do as Romans do? Quand vous êtes en Rome, mis en Rome, il faut faire comme les Romains font. Donc cela veut dire qu'à chaque contrée, à chaque lieu, à chaque moment, dans chaque espace, faites ce qu'il faut faire là-bas. Je pense que ça va maintenant de l'autre côté du leadership, c'est-à-dire le mental, la culture des gens. La culture des gens. Exact. Alors, quand je vais dans une localité, pour pouvoir bien communiquer, par exemple, je vais en Inde, je vais essayer de m'habiller comme les Indiens s'habillent, les Hindous s'habillent, pour qu'ils puissent écouter ce que je dis. Quand je vais dans un milieu musulman, un pays musulman, je vais essayer de m'habiller comme eux. Vous me comprenez? C'est dans ce sens-là. Mais tes valeurs intrinsèques, tu ne vas pas me dire que quand tu vas à Rome, tu ne vas plus exprimer ce que tu connais. Est-ce qu'un seul jour tu peux parler latin là-bas? Donc, je te réponds par un autre adage qui dit toute chose est égale par ailleurs. À Rome, tu peux aller avoir raison de quelque chose, mais au Togo, tu ne peux pas avoir raison de ça. Voilà. Cela veut dire que la communication interpersonnelle permet à l'homme, avec assurance, d'atteindre ses objectifs. Et les déficits de communication interpersonnelle? Un leader qui ne communique pas bien sa vision, d'abord lui-même, son apparence ne communique rien de positif. 2, la vision est mal comprise. Les gens n'auront pas confiance en lui. Deuxième chose, c'est que quoi, la vision ne sera pas récupérée par ceux qui l'entourent pour pouvoir exercer. Donc à la fin de l'année, du mois, la communication ne sera pas bien faite. Maintenant, on prend d'autres exemples. Quand je viens chez vous ici, première chose, avant de rentrer, il y a un tableau d'affichage là-bas. Je lis tout. Je viens à l'intérieur, je regarde à gauche, à droite, je lis tout ce qui est derrière moi là-bas. Est-ce que vous voyez? On est en train de communiquer quelque chose. Je peux refuser de lire ça. Ça arrive à beaucoup d'élèves et d'étudiants. On change une date de composition. On met sur le tableau d'affichage, il ne lit pas. Et puis il va. Un jour, il se lève, il va au cours, il ne sait pas que les congés ont débuté. Il va au cours et puis il n'y a personne. Pourquoi? Il n'apprend pas de la communication. Alors quand vous allez dans un milieu, première chose, comment est-ce que la vision, la planification, ce qui se fait dans le milieu est communiqué? Si c'est sur un tableau d'affichage, il faut consulter de temps en temps, 3 fois par jour, le tableau d'affichage. Maintenant, nous allons dans les services. Ça, c'est plus compliqué. Un DG qui dit, secrétaire, dit aux gens que nous avons réunion de travail à telle heure au lieu de telle heure. Ça dépend maintenant de comment l'assistant de direction va communiquer ça. S'il le fait bouche par bouche, la dernière personne aura une communication déformée. Alors dans ce cas, la secrétaire devient qui? La secrétaire devient l'émetteur. Et vous savez que si l'émetteur transmet mal et de bouche en bouche, déjà 3 à 4 personnes, la communication n'est plus une bonne communication. Le message est déformé. Voilà pourquoi les gens écrivent. J'ai été dans une société dans laquelle il y a de petits haut-parleurs dans le coin. Quand l'assistant du directeur parle,
ça retentit dans tous les bureaux. Elle lit un communiqué qui retentit dans tous les bureaux. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit que non. C'est une bonne manière, par exemple, de communiquer dans le bureau. Maintenant, sur un point de vue technique, la forme de communication que les gens développent à l'intérieur de la société ou bien à l'intérieur de l'organisation détermine aussi le type de leadership. Si par exemple, je veux communiquer, ou bien dans votre service, on veut communiquer, et que la communication est comment? Verticale. Ce qui vient du haut, vous exécutez. Sans réfléchir, sans feedback. Ça s'apparente à la dictature, ça s'apparente à l'autocratie, ça s'apparente au système taylorien du robotisme et de la machine. Et c'est ça très souvent, les pasteurs utilisent à l'église. Dieu a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Les Écritures du Saint-Coran ont dit. La Torah a dit. C'est pas discutable. Et c'est purement vertical. Et c'est dans une société, dans un pays aussi, ce n'est pas discutable, c'est vertical. Voilà pourquoi, par exemple, quand vous prenez un pays démocratique, le gouvernement dit, il envoie ça à l'Assemblée nationale, on discute ça, on peut rejeter ça. Alors, quand vous prenez cet exemple-là, alors, je vous parle alors de quoi? Je dis, les gens aussi ont leur avis. Si je suis obligé de considérer leur avis, on dit que c'est consultatif. Si je dois consulter ton avis, je parle, ou bien celui qui est en haut parle, et le subordonné doit donner son avis. Mais celui qui est en haut n'est pas obligé à prendre son avis en compte, on dit que c'est consultatif. Alors, pourquoi des fois on dit que c'est démocratique? C'est que celui qui est en haut parle et celui qui est en bas donne des idées et tu es obligé de prendre ces idées en considération. Là, on parle de démocratie. Donc, un système consultatif est un peu différent d'un système démocratique. En démocratie, tout le monde donne son opinion et on doit considérer aussi l'opinion des autres en matière de communication. Qu'est-ce qu'ils disent? Dans un pays, le gouvernement dit, l'Assemblée nationale dit, la société civile dit, et on prend en considération les considérations de la société civile, la considération de l'Assemblée nationale, et on dit que le pays est comment? Démocratique. On revient sur la communication au niveau d'une entreprise. Oui. Nous savons qu'une entreprise, c'est un cadre, c'est un lieu de multiples communications interpersonnelles. C'est un endroit où on regroupe plusieurs personnes de divers horizons. Comment un agent doit-il se prendre pour réussir la communication dans une entreprise? Je pense personnellement qu'un déficit que les entreprises ont, c'est qu'ils ne trouvent pas la nécessité de faire emploi-formation quand on recrute les gens. Dès que quelqu'un débute sa carrière, 3, 4 ou 6 mois, il se forme ou bien on le forme à intégrer. Je vais vous donner des exemples de conflits en matière de communication. Prenons un conflit affectif. Je ne t'aime pas parce que ta tête ne me plaît pas. Ou bien parce que tu es de telle coutume, de telle région. Et très souvent, les gens notent ça. Et vous mettez les gens dans un bureau. Quand ils voient l'autre, ils s'énervent. Or, son travail dépend du travail de l'autre. Nous appelons ça des conflits affectifs en ressources humaines. Comment résoudre ça? Nous avions eu des avantages avant, quand on était, nous, à notre temps, on était étudiants. Quand on veut vous loger dans les villas, là,
On ne vérifie pas que toi tu es du sud et que quelqu'un soit du nord. Quelqu'un de Dapan, on le met avec quelqu'un de Anéro. Quelqu'un Kabion, on le met avec quelqu'un de Bassar ou bien quelqu'un de Palimé. Et 3 jours après, vous devenez de bons amis. Quand vous ne voyez pas l'autre, vous ne mangez pas, par exemple. Il y a une complicité qui naît. C'est quand j'étudiais les ressources humaines que j'ai dit, oh, donc à notre époque, le gouvernement, l'État nous préparait à travailler en synergie, un jour, en milieu d'entreprise. Et c'est un point très positif. Mais aujourd'hui, les gens qui ont ce type de problème, ils viennent des maisons, il va prendre ses coups, il revient dans la maison de son père, il ne se frotte pas. Et les conséquences, vous les voyez dans les milieux d'entreprise. Des employés qui disent que moi je ne gobe pas des types de gens comme ça. Or, il doit travailler pour que tu récupères le fruit de ton travail, pour faire avancer ton travail. Ils ne se parlent pas. Donc, ces conflits affectifs proviennent d'un déficit de communication personnelle. La personne ne s'aime pas, ne connaît pas ses valeurs. Elle ne sait pas qu'il doit respecter aussi les autres selon leurs valeurs, leurs coutumes. Et ça là, vous ne pouvez que résoudre cela en les faisant frotter les uns les autres comme l'exemple que je viens de donner. Oui. Ainsi dit, en tant que consultant en ressources humaines, oui, comment vous vous prenez pour la résolution de tel type de conflit? Les conflits affectifs. Les conflits affectifs, ce sont des conflits très difficiles à résoudre. La personne dit que la tête de l'autre ne me plaît pas. C'est émotionnel. Et quand la chose est émotionnelle, ça dépasse la raison. C'est quelqu'un seul qui peut dire « je le haïssais, mais maintenant je l'aime ». C'est dans son cœur. Alors, je pense que quand ça augmente, il faut aller sur les cours de développement personnel qui éduquent le corps, qui éduquent l'esprit. Est-ce que le corps a la discipline? Est-ce que l'esprit est en bonne harmonie avec son créateur? Qui éduque le cœur? Est-ce que le cœur a l'empathie? Ou bien est-ce que le cœur a l'apathie? Est-ce que le cœur hait ou est-ce que le cœur aime? Il y a des gens qui sont nés avec la haine. Il faut les aider. Et en dernière chose, il faut aider les gens à développer leur mental en développement personnel. Donc si quelqu'un n'aime pas dans une société ou bien dans une organisation, quel est le côté de sa vie qui ne fonctionne pas bien? C'est le cœur. Il faut l'apprendre à savoir vivre. L'empathie. Tu es obligé d'aimer les autres, de collaborer avec les autres. Et ça va aboutir à quoi? La synergie. Dans la formation, emploi, qu'on apprenne à développer le cœur des gens. Vous êtes des employés, vous ne venez pas de la même localité, vous ne venez pas des mêmes classes sociales. Tout ce qu'on veut de vous, c'est quoi? Le rendement. Vous êtes obligé de collaborer. Quelqu'un bien connaître, il ne commence pas à travailler. Il vient au bureau en moteur, en Zémidjan, mais c'est lui qui maîtrise son domaine. Il y a l'autre qui prend la voiture, une Benz de son papa ou bien de sa maman pour venir. Est-ce que vous êtes complexé devant lui? Est-ce que vous le haïssez tout de suite parce qu'il a une voiture? On appelle ça la jalousie et l'envie. Toutes ces petites choses de cœur-là détruisent les milieux de travail plus que le mental ou bien le savoir-faire. Oui, en tant que consultant en ressources humaines, oui, ici présent, quelles sont alors les directives, les conseils que vous pouvez donner aux patrons d'entreprise pour qu'ils puissent avoir une très bonne communication interpersonnelle afin que
l'entreprise puisse progresser? Alors, si je le dis très clairement, vous allez dire que on fait publicité pour le travail de consultation en ressources humaines. Je le dis, je le redis. Dès que vous recrutez les gens, formez-les en formation emploi. C'est le terme technique, non? C'est-à-dire que pour débuter ta carrière, il faut qu'on te forme. Et l'objectif de cette formation-là, c'est pour que l'employé soit intégré. Il y a une différence entre recruter quelqu'un et faire intégrer la personne. Vous pouvez recruter quelqu'un qui ne fait rien, mais intégrer la personne, c'est que la personne se sent utile dans l'entreprise. Et ça, là, ça nécessite une formation pour que la personne se sente à l'aise. Si par exemple, quelqu'un doit monter tout ce que tu fais, il dit la tête de M. Condon ne me plaît pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Je vais saboter ces émissions. Le son est mal sorti. On peut aujourd'hui manipuler les images, on te manipule comme un singe devant l'écran. Tu vas aimer. Tu demandes à la personne, mais pourquoi les images sont comme ça? Il dit non, c'est normal. Or, c'est lui seul qui peut le faire. Et quelqu'un lui demande, après votre départ, il dit, la tête de ce monsieur-là ne me plaît pas. Est-ce que vous voyez? Mais j'aime par exemple la manière dont vous travaillez. Vous venez, vous appelez l'autre là. Est-ce que tu es là-bas? Je veux voir ta face avant le début de l'émission. Elle vient, elle cause avec vous quelques minutes. Parce que tu sais que ton travail dépend de son travail. Exact. Vous voyez? Exact. Mais cette complicité de vous attendre avec les gens supérieurs ou inférieurs à vous me plaît beaucoup. C'est une complicité qui prouve que vous n'avez pas de problème de quoi? De cœur, ni de religion. Moi, je suis chrétien, pasteur. Toi, tu es musulman. Mais on s'attend bien. Vous me comprenez? Oui. De la même manière, Oui. pour qu'un foyer puisse bien vivre, puisse être en harmonie, il faut une bonne communication. Les grands problèmes de foyer débutent par la communication. La communication. Quand la communication est mal faite, ça engendre un problème lié à la communication. Le premier problème du couple dans les 5 livres venait d'où? Est-ce que Adam a pu communiquer à sa femme Ève que le fruit là est interdit? La communication est mal faite. Si la communication est bien faite, pourquoi la femme a préféré écouter une 3e voix? C'est là où se trouve le problème. Ça va vous paraître bizarre, mais quand il y a déficit de communication, vous êtes dans un couple et que toi et ta femme, vous êtes d'accord sur quelque chose. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur la chose? Est-ce que tu as eu le temps de lui expliquer? Je me suis marié, l'année prochaine ça va faire 30 ans, maintenant ça fait 29 ans. Mais la petite leçon que j'ai apprise, c'est que quoi? Il faut parler. Il faut expliquer. Il faut essayer de convaincre jusqu'à ce qu'elle dise « Je suis d'accord avec toi ». Mais si vous voulez le faire de la manière autocratique peu possible, là, c'est-à-dire la religion théocratique, c'est-à-dire que Dieu m'a dit « Ne touche jamais à ce fruit-là ». Un point, un trait. Non, elle a une raison. Elle va chercher pourquoi. Essaie de lui expliquer qu'avant qu'on me crée Adam aussi, c'est quelqu'un qui m'a créé. Il m'a donné une loi. Si celui-là n'est pas là, je ne serai pas ici. Comme je n'ai pas compris, toi aussi n'essaie jamais à comprendre. C'est une approche de solution parce que les 5 livres n'ont jamais expliqué en profondeur. Mais je pense, quand moi j'ai lu, j'ai dit que moi, il y a un déficit de communication. Que ce soit un foyer, que ce soit une entreprise, que ce soit une organisation, dès que les gens commencent par écouter une 3e voix, ils amènent toujours la confusion. Dès que les employés commencent par dire ailleurs, j'ai demandé à mes collègues d'ailleurs, ce n'est pas comme ça qu'on les traite. Il y a une 3e voix.
Dès que dans un foyer, la femme dit, mon ami m'a dit que son mari lui fait comme ça là. C'est une troisième fois. Ou bien l'homme dit que mon ami de service m'a dit que sa femme ne se comporte pas comme ça. Il y a une troisième voix. Est-ce qu'entre vous deux, vous avez deux voix ou bien trois voix? Déficit de communication. Donc, moi, je pense que la communication détruit tous les couples. Quel type de communication vous avez envers les enfants? Les enfants, vous deux. Hein? Très souvent dans les couples, l'homme dit, la femme dit le contraire. Et les enfants sont au milieu, les deux pieds croisés, parce qu'ils ne savent de quel côté se pencher. Mais quand l'homme dit, qu'est-ce que vous dites? Le contraire? Ou bien, quand l'homme dit, qu'est-ce que la femme dit? Le contraire. Il faut savoir que les enfants seront confus. Mais il faut que les enfants harmonisez votre voix, votre système de communication pour que... Un jour sur ce plateau, j'ai pris le leadership par principe. Un auteur, Stephen Covey, il dit 8 manières pour améliorer son foyer. Il dit que la communication par principe. 1. Dans cette maison, un exemple banal, personne ne doit être en dehors de la maison à partir de 19h30. Dans cette maison, les dimanches, ou bien les vendredis, ou bien les samedis, c'est le jour du Seigneur. Nous devons être à la mosquée ou à l'église ou ceci. Quand vous affichez, c'est affiché là-bas avant que les enfants ne naissent. Ça, c'est le leadership par principe. Mais ne croyez pas qu'en répétant, papa répète, maman répète, que les enfants aussi viennent. Ils ont aussi un cerveau, ils ont aussi un mental. Ils vont vouloir toucher à ça. Mais quand ils grandissent, ils savent que ça là c'est sacré. C'est comme les 10 commandements. C'est comme les 8 commandements. Parce qu'il a dit les 8 principes pour améliorer sa vie de couple que vous affichez dans les maisons. Moi j'ai adopté ça, j'ai aimé ça et ça m'aide beaucoup. Il a tiré ça à travers les Saintes Écritures, à travers le Coran, à travers la Torah. Donc, les enfants grandissent, les choses sont là avant qu'ils n'arrivent. Qui on appelle enfant rebelle? Il vient, il ramasse toutes ces choses-là et les jette dans une poubelle. Mais très souvent, dans la vie des couples, il n'y a même pas de principe. Rien n'est communiqué comme valeur. Tous les enfants font comme ils veulent. Papa fait comme il veut. Maman fait comme elle veut. Il n'y a aucune valeur. Alors, qu'est-ce que vous communiquez à la nouvelle génération? Alors, ce que vous avez posé m'aide à poser le problème de nos sociétés. Comment la société est née? L'homme, après la femme. Combinaison de l'homme et la femme donne des enfants. Combinaison de l'homme, la femme et les enfants donne une famille. Combinaison de 3, 4, 5 familles donne quoi? Une communauté. Combinaison de plusieurs communautés donne quoi? Un pays. Quelle est la base? L'homme, la femme et les enfants. Si la communication manque là-bas, là, ça va détruire le pays. Ceci étant, qu'est-ce qu'il faut faire alors au niveau de la base qu'est la famille? Apprendre à communiquer les valeurs. Depuis l'enfance, quelles sont vos valeurs que vous avez affichées que les enfants doivent avoir? Les valeurs religieuses, les valeurs mentales, les valeurs d'éthique, c'est-à-dire au niveau de l'esprit. Ça là, on ne touche pas à ça.
aime ton Dieu. Mental, tu dois te faire éduquer obligatoirement, tu dois réussir. Au niveau de corps, discipline. Quand tu n'as pas 18 ans, il n'y a pas certaines choses qu'on ne doit pas faire. C'est en communiquant que l'enfant l'assimile. Est-ce que vous dites dans le foyer, l'Église appuie ça, le Coran l'appuie et la Torah l'appuie. Ainsi de suite. Et ces enfants-là vont transmettre aussi à leurs enfants. Et leurs enfants aussi vont transmettre à d'autres enfants. Une femme me disait un jour, ma grand-mère, c'est pas le mariage qu'elle rentrait dans un foyer. Ma mère, c'est pas le mariage qu'elle rentrait dans un foyer. Moi aussi. L'homme qui veut m'épouser là, doit demander ma mère, me faire mariage avant que je ne rentre dans un foyer. Est-ce que vous ne voyez pas qu'une valeur s'est transmise de génération en génération? Communication interpersonnelle et résolution du conflit. Oui. Quels sont les éléments à maîtriser pour être un meilleur résolveur du conflit? Il faut voir le genre de conflit, des conflits affectifs. Conflits liés à la connaissance. La personne est subalterne, mais c'est lui qui connaît. Et chaque fois que son supérieur est devant lui, il est frustré. Il le frustre. Il lui crée des problèmes. Mais quand vous étudiez bien, le problème c'est que quoi? Le directeur ou bien le supérieur a un complexe d'infériorité devant son subalterne. C'est aussi des conflits. Comment résoudre ça? Chacun a sa manière de le résoudre. Voilà pourquoi, techniquement, c'est pas bon de prendre un inférieur et mettre sur quelqu'un qui connaît plus que lui. C'est-à-dire qu'il a de plus grands diplômes, mais on dit que celui-là, on doit le juger selon son ancienneté. Et celui qui a de plus grands diplômes est obligé de servir celui qui a le CEPD, mais qui est dans le service depuis. Et ça arrive dans les sociétés. Et ça crée des conflits. Quand il dit non, on ne doit pas le faire comme ça, l'autre dit non, c'est moi qui commande ici. Oh, la chose est impossible. Quand les moments d'informatique est rentré dans nos services, il y avait des secrétaires dactylographes qui utilisaient les anciennes machines, mais qui sont liés avec le DG et qui faisaient tout. Maintenant, les nouveaux assistants de direction sont arrivés et qui maîtrisent les logiciels. Vous me comprenez? Donc, dans tous les secteurs, il y a eu problème. Et moi, quand il y a ce type de problème dans une société, j'ai dit, au lieu d'avoir la nouvelle personne là, il faut envoyer l'ancienne secrétaire à la formation. Parce que dès que vous recrutez la nouvelle personne, ça crée quoi? Un conflit. Appelez le nom cognitif. Un conflit lié à la connaissance. Voilà pourquoi de temps en temps, il faut des formations de recyclage. Les nouvelles donnes, elle va te faire former. Ne te contente pas de ce que tu as. Sinon, un jour, quand une nouvelle personne, avec une nouvelle technique, une nouvelle manière de faire les choses, je me pose maintenant la question de savoir où se trouvent les anciennes machines à dactylographie là. Où se trouvent ces machines-là? Je vous assure que dans certaines sociétés à Lomé, il y en a. Et tu vois la personne dans et je regarde ça étrangement. C'est-à-dire que ce qu'on voyait dans les périodes 1985 est maintenu en 2021. Nous avons des conflits cognitifs, c'est-à-dire liés à la connaissance. J'ai déjà parlé du conflit d'objectifs qui est lié à quoi? Incompatibilité de vision. Et des types de conflits, les conflits liés à l'organisation.
conflit statutaire, c'est-à-dire que selon l'organisation, selon les statuts, c'est lui qui doit être là-bas. Or, il ne connaît rien. Vous me comprenez? Donc, ça aussi crée un autre genre de conflit. Vous avez parlé des autres types de conflits qu'on doit aussi énumérer, qui ne sont pas très liés à l'organisation de l'entreprise, mais c'est plutôt lié au comportement de l'individu qui ne connaît pas ses propres valeurs. Vous avez dit tout à l'heure conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts viennent d'un syndrome que j'ai l'habitude d'appeler un comportement politique en milieu d'entreprise, utilisé pour mes besoins personnels, pour mes intérêts personnels. Je suis en train de t'utiliser pour me réhabiliter et tu ne sais même pas. On appelle ça un comportement politique. Maintenant, nous avons un autre type de comportement qu'on appelle comportement machiavélique, c'est-à-dire utiliser la ruse en milieu d'entreprise pour parvenir à ses fins. La personne est rusée, elle parvient toujours à ses fins et elle utilise, vous n'avez rien. Ce comportement-là, on l'appelle comportement machiavélique. Quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un en milieu d'entreprise, et puis il t'appelle, viens me voir au bureau, je vais, et puis il commence par pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, c'est l'autre là qui ne m'aime pas, qui me crie de toi. Si toi, tu veux bien vraiment rester ici et bien travailler, ne l'approche pas. Ne l'approche pas. Certaines personnes font ça. Certains responsables font ça. Et puis, à la fin de la journée, il te récupère de son côté, pas pour l'intérêt du travail, mais pour ses intérêts personnels. Vous voyez, c'est le machiavélisme, c'est un comportement politique. Voilà, docteur Dra, je voudrais vous garder pendant longtemps. Oui. Malheureusement, le temps est contre nous. Oui. Le temps qui nous a été imparti est arrivé à sa fin. Je voudrais souhaiter que vous donniez votre conclusion avant de remettre l'antenne pour la suite des programmes. Le type de communication que nous élaborons en tant que directeur d'entreprise, en tant que directeur d'organisation, dans une société, dans un pays, nous trahit. Quand on suit le type de communication, on sait tout de suite ce que vous avez derrière la tête et que vous ne dites pas publiquement. La communication définit le type de leadership élaboré. Pour remettre à l'antenne, permettez-moi, chers téléspectateurs, de dire merci à Pocholi Samuel, à Gao Jean, qui était au son, nous donnons à Nani à la caméra, et enfin, le chef d'orchestre à Kakpo Ambroise, le réalisateur, pour le travail fantastique que vous venez d'accomplir pour cette émission Idée. Chers téléspectateurs, une fois encore, merci pour votre fidélité à cette émission. Chaque semaine, la télévision togolaise ne ménagera aucun effort pour vous envoyer un nouveau thème. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, moi je vous dis bye bye.